Je reprends, donc le calcul de la ligne 1, c'est les valeurs de l'ancienne valeur de l'itération 1, donc ces valeurs-là. Moi, le pivot de la ligne, comment je le détermine? C'est la nouvelle colonne du pivot qui est la colonne X1, parce que X1 entre dans la base, dans l'itération 2 bien sûr, et avec la ligne que je suis en train de calculer, le L1, donc c'est le 1. Donc la valeur égale à 1. Ici, dans l'itération 2. Donc L1 égale aux éléments de l'ancienne ligne, moins 1, la valeur, le pivot de la ligne 1, fois la ligne pivot que j'ai calculée maintenant. Donc c'est le 1, 0, 0, moins 1 tiers et 2. Donc vous voyez que la ligne pivot, concernant les opérations des autres lignes, c'est la même chose. Ce qui change, c'est la valeur ici, c'est-à-dire le pivot de la ligne en courant, de la ligne courante, d'accord? Et bien sûr les valeurs de chaque ligne dans l'ancien tableau, bien le tableau précédent. Donc ces valeurs-là, je les repris ici. C'est-à-dire le L1 ancien, c'est quand je suis parti vers le tableau précédent et j'ai repris les éléments ici du tableau précédent pour avoir les nouvelles valeurs de L1. Donc les anciennes valeurs, 1, 0, 1, 0, 0, 4, moins le pivot de la ligne, fois la ligne pivot que j'ai calculée dans... C'est-à-dire que j'ai déjà calculé. Bien. Donc, une fois fait le calcul, je retrouve 0, 0, 1, 1 tiers, moins 1 tiers, 2. Bien. Pour L2, la même chose. Je reprends les éléments de L2 dans l'ancien tableau. Donc, c'est 0, 1, 0, 1 demi, 0 et 6. Vous voyez? Donc, c'est 0, 1, 1 demi, 0, 6. Pour la valeur val, comme je l'obtiens, le pivot, c'est la colonne X1 en intersection avec la ligne X2, la deuxième ligne, la ligne que je suis en train de calculer. Donc c'est 0. Vous voyez? Donc puisque le pivot ici est égal à 0, donc ça va annuler la deuxième partie. Donc ça va, je vais obtenir les mêmes valeurs. Donc c'est 0, 1, 0, 1 demi, 0, 6. Très bien. Pour le LZ, la même chose. Donc je reprends les valeurs de l'ancien Z. Donc c'est 3, 0, 0, moins 5 demi, 0, moins 30. Vous voyez? Donc c'est 3, 0, 0, moins 5 demi, 0, moins 30. Ici, le pivot de la ligne LZ, comment je l'obtiens? C'est l'intersection de la colonne de la valeur entrante, de la variable entrante avec la ligne LZ. Donc c'est le 3. Donc la valeur égale à 3. Donc c'est moins 3 fois la ligne pivot qui est la même, ne change pas pour les trois opérations. Donc une fois que j'ai fait le calcul, je retrouve 0, 0, 0, moins 3 demi, moins 1 et moins 36. Donc je remarque que le tableau précédent, j'ai trouvé 30, la valeur absolue de la fonction objective c'est 30, et ici c'est 36, il y a augmentation, donc très bien, c'est un premier contrôle sur le plan de calcul. Il faut augmenter la fonction objective. Si j'avais trouvé une valeur moins que 30, ça veut dire qu'il y a des erreurs de calcul ici. C'est un contrôle pour voir qu'on est dans la bonne piste sur le plan calcul. Très bien. Et bien sûr, ça veut dire qu'on a respecté le principe de l'algorithme. Bien. Donc, je vais voir le test d'arrêt qui dit que on s'arrête. Je vais reprendre l'algorithme. Test d'arrêt, si tous les coefficients de la fonction objective sont négatifs ou nuls, on va s'arrêter. Ça veut dire que la fonction elle est optimale, la solution elle est optimale. Donc, dans l'itération 2, je remarque que j'ai trouvé tous les coefficients nuls et inférieurs à 0, négatifs. On a moins 1, moins 3 demi et le reste c'est nul. Donc c'est un test, j'arrête, il n'y a pas de valeur positive. Donc j'arrête, c'est la solution optimale que j'ai trouvée. Comment déterminer la solution optimale? Bien, ici normalement, je dois à la place de E1 écrire, ici c'est X1. Pourquoi? Parce qu'on a, c'est-à-dire X1 est entré dans la base, E1 est sorti de la base. Donc ici c'est X1 normalement, très bien. Je devais l'écrire. Pourquoi? Parce que je vais reprendre ici pour voir quelle est ma solution optimale. Donc ma solution optimale c'est x1 égale à 2, x2 égale à 6. Donc je reprends que les vrais, c'est-à-dire les vraies valeurs. Les vraies variables, ce sont le x1 et le x2. Parce que en ce qui concerne le E1, E2, E3, c'était des variables d'écart. On en avait besoin rien que pour standardiser la forme, pour avoir la forme standard, qui est une forme d'entrée de l'algorithme du simplex. C'est-à-dire on doit avoir la forme standard pour appliquer l'algorithme du simplex. Donc c'était des variables pour pouvoir arranger le modèle. Mais les vraies valeurs
qui font partie de l'exercice réel qui était l'exercice de planification, c'est le X1 et le X2. Donc, puisqu'on est arrivé à terme, c'est-à-dire à la fin de l'algorithme, le test d'arrêt, tous les éléments sont nuls ou négatifs, donc c'est la solution optimale qu'on retrouve. Donc, X1, sa valeur doit être 2, X2, la valeur doit être 6, et la fonction objective, sa valeur, c'est la valeur absolue de cette valeur-là, c'est 36. Très bien. Donc, le test d'arrêt, après 2 itérations, puisque l'exercice il est petit, c'est-à-dire je les ai exécutés dans deux opérations. J'ai exprès choisi ce petit exercice pour ne pas, c'est-à-dire développer beaucoup de tableaux, par le but que je voudrais que l'étudiant comprenne le principe essentiel de l'algorithme. Donc, après 2 itérations, tous les coefficients de la ligne Z sont négatifs ou nuls. Donc, arrêtez le processus. On a retrouvé la solution optimale qui est le vecteur solution x, x1 égale à 2, x2 égale à 6. Et si on remplace dans la fonction objective Z, 3x1 c'est 3 fois 2, plus 5x2 c'est-à-dire 5 fois 6, on trouve 36. Très bien. Et on peut le confirmer graphiquement. On a dit que graphiquement, la solution optimale, c'est un des extrémums, c'est un ou plusieurs extrémums du polyèdre qui est l'illustration graphique de notre problème. Donc ça, c'était l'illustration graphique de notre problème. On a les 3 contraintes de l'algorithme, x1 inférieur égal à 4, 2x2 inférieur égal à 12 et 3x1 plus 2x2 inférieur égal à 18. Donc vous remarquez que pour x1 égale à 2 et x2 égale à 6, c'est un extrémum et vous voyez que c'est un extrémum maximal, c'est-à-dire c'est le point le plus haut du polyèdre. Donc, ça confirme graphiquement que notre solution c'est x1 égale à 2, x2 égale à 6, qui est un extrémum du polyèdre. Donc, ça confirme le principe de l'algorithme qui dit que les solutions, c'est-à-dire le problème est borné, comme dans notre cas, il est borné, vous voyez que l'espace de recherche il est limité, c'est-à-dire il a ses limites, il est borné. Donc s'il est borné, la solution elle est finie, c'est-à-dire la solution elle est finie et c'est un ou plusieurs extréments du polyèdre. Dans notre cas, il y a une seule solution optimale qui est cet extrémum-là du polyèdre. Donc on a confirmé par le calcul la solution, ou bien la résolution graphique de l'algorithme et aussi le principe de l'algorithme. Comme que la solution trouvée doit être un extrémum, l'extrémum maximal du polyèdre qui est l'espace de recherche ou bien le domaine réalisable de notre problème linéaire. Très bien. Donc, tout est bien. Donc ici, un petit rappel sur le contrôle de calcul pour que l'étudiant sache que son calcul est bon. La colonne de la variable entrante est un vecteur de la nouvelle base. Donc dans vos calculs, lorsque vous calculez les nouveaux tableaux, donc c'est-à-dire ici le x2 entre, il faut qu'après calcul, vous trouvez ici pour le vecteur de la variable entrante, un vecteur unité, c'est-à-dire des 0, 0 et 1 au niveau de la ligne pivot. Vous voyez la même chose dans l'itération de le x1 rentre, donc c'est 0, 0, 1. Si vous trouvez autre valeur, il y a une erreur de calcul. Le deuxième contrôle de calcul, la valeur de la fonction objectif augmente dans chaque itération. C'est vrai, parce que dans notre cas, on avait 0 dans le tableau initial, d'accord, puis 30 dans le premier tableau, et 36 dans le deuxième tableau. Bien sûr, on considère la valeur absolue de la fonction objectif. Bien, le troisième contrôle de calcul, la solution trouvée est un extrémum ou sommet du polyèdre. On l'a confirmé géométriquement. Si on voit la résolution géométrique, on doit voir que la solution trouvée par le calcul, c'est-à-dire par le calcul par les bases adjacentes, que c'est un extrémum du polyèdre qui est domaine, c'est-à-dire espace de recherche ou bien domaine réalisable de notre problème linéaire. Très bien. Sur le plan interprétation des résultats, donc la solution qu'on a trouvée, c'est une réponse à la problématique du constructeur, parce qu'on est dans un exercice de planification de production. La question, c'était déterminer le taux de production pour chaque produit 1 et produit 2, le nombre de lots par semaine, de façon à maximiser le profit total. Donc le fabricant, c'est-à-dire le fabricant veut savoir combien, c'est-à-dire de façon optimale, combien il doit, c'est-à-dire produire par semaine, c'est-à-dire du produit 1 et produit 2, de telle façon à maximiser son profit. Par notre calcul, on lui répond en lui disant qu'il faut produire un taux de 4 lots par semaine du produit 1 et 6 lots par semaine du produit 2 pour faire un profit maximum de 42 000 $. D'accord? Parce que, plutôt une erreur, 36 000, ici c'est 36 000 $, parce que
Le calcul nous a donné une fonction objective qui est égale à 36. Bien, c'est une erreur de frappe. Donc, vous voyez, on a répondu à la problématique qu'on a considérée au début de l'exercice d'application ou bien l'exercice illustratif que j'ai pris comme exemple. C'était un exercice de planification, vous voyez, une planification de production. Donc, la problématique, c'était de déterminer le taux de production pour chaque produit